Bienvenue sur le podcast qui font bouger la construction. C'est le podcast qui met en lumière ceux qui participent à la transformation du secteur. Un podcast propulsé par Timothy. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Pascal Chazal, précurseur du hors-site en France depuis plus de 30 ans, fondateur du groupe Hors-site, du magazine Hors-site et président du campus qui porte le même nom, Hors-site. Bonjour Pascal. Bonjour Claire. Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr. Alors donc Pascal Chazal, donc moi j'ai commencé ma carrière en fait en créant une entreprise quand j'étais très jeune, j'avais 21 ans, et j'avais découvert la construction bois en Finlande, en Scandinavie, et j'ai eu envie d'amener la construction bois en France, et c'est assez vieux, c'était en 1981. Et donc j'ai créé une entreprise que j'ai appelée Ossabois et que j'ai développée pendant 30 ans. Et Ossabois est devenue une des entreprises leaders de la construction bois en France. Et la construction bois, ce qui m'a intéressé, c'est le côté environnemental, parce qu'on utilise une ressource qui est une ressource renouvelable, qui est le bois. Et puis c'est aussi le côté préfabrication et industrialisation, parce que les bouts de bois, on a plutôt envie de les assembler au sec dans un atelier plutôt que sur un chantier. Et donc, c'est vraiment ces deux choses qui me portent, moi, depuis plus de 40 ans maintenant. J'ai cédé l'entreprise Ossabois il y a 10 ans maintenant, en 2012. Et depuis, je développe en France un nouvel écosystème, l'écosystème de la construction hors site. Alors, c'est un terme un peu nouveau en France, mais qui est une traduction du terme off-site building qui se développe dans le monde entier. Et donc, finalement, ce sont des acteurs qui se réunissent pour penser préfabrication, industrialisation plus que chantier. Et donc, j'ai voulu développer cet écosystème en France. Et donc, j'ai créé le groupe Hors-site. Donc, le groupe Hors-site, aujourd'hui, effectivement, c'est un média, donc un magazine qui s'appelle Hors-site. C'est également l'organisation du Salon de la construction hors-site qui a lieu tous les 2 ans pendant le Salon Batimat à Paris. On a également créé une école qui s'appelle le Campus Hors-site, qui est la première école de formation à la construction hors-site en France. Et puis un cabinet de conseil qui s'appelle Hors-site Conseil, qui accompagne la maîtrise d'ouvrage, qui accompagne aussi les acteurs à aller vers le hors-site. Et puis plus récemment, on a créé une start-up qui s'appelle Zen Modular, qui est une plateforme digitale dont l'objectif va être de simplifier l'accès du marché à la construction, notamment modulaire. Voilà mon parcours. Je te remercie, un parcours très riche. Est-ce que tu pourrais nous partager donc ta vision du hors-site, ses avantages, ses mises en pratique et l'avenir que tu lui vois? Alors en fait, la définition du hors-site, finalement, elle est assez simple. L'idée, c'est de déplacer des heures du chantier dans un atelier ou dans une usine. Pourquoi est-ce qu'on cherche à faire ça? Pour plein de raisons. D'abord parce que travailler sur un chantier, c'est difficile. Les conditions de travail sont pas idéales. Il peut pleuvoir, il peut faire froid. Le chantier, il faut y aller, il faut se déplacer pour y aller. Quand on est sur le chantier, on n'a pas forcément beaucoup de place, on n'a pas forcément les outils dont on rêverait. Tout ça fait que un ouvrier sur un chantier, finalement, est assez peu efficace et de moins en moins d'ailleurs, parce que les bâtiments deviennent complexes et la main-d'œuvre qualifiée a tendance à partir à la retraite et à pas être remplacée. Donc, un chiffre intéressant, c'est que un ouvrier sur un chantier apporte de la valeur ajoutée seulement 25% de son temps. Pendant 75% de son temps, il se déplace, il déplace des matériaux, il déplace des outils, il cherche des informations, etc., etc. Donc c'est très peu efficace. Dans une usine, c'est l'inverse. Un ouvrier dans une usine va apporter de la valeur ajoutée pendant 80, voire 85% de son temps, parce que tout est fait pour que dans une usine, l'ouvrier soit efficace. Donc l'idée du hors-site, c'est de déplacer des heures du chantier vers l'usine pour améliorer la productivité. Alors, c'est bien sûr quelque chose qui aujourd'hui est en train de monter très très fort en puissance parce que on voit bien que le monde de la construction classique et traditionnelle devient de plus en plus difficile. Notamment parce qu'on doit respecter des normes environnementales. La RE 2020, par exemple, en France, nous conduit à utiliser beaucoup moins de béton.
la construction, depuis un siècle, c'est basé sur le béton. Et on est en train de nous dire, il va falloir utiliser moins de béton parce que le béton, a un impact sur l'environnement qui est beaucoup trop important. Comme on nous dit, il faut rouler avec des voitures électriques parce que les voitures à moteur à essence, eh bien, c'est trop impactant pour l'environnement. Donc, ça change les habitudes. Si on arrête de construire avec du béton, alors rassurons-nous, on ne va pas s'arrêter complètement, on va continuer à utiliser du béton, mais on va en utiliser moins. Et donc, on va remplacer le béton peut-être par des matériaux renouvelables comme le bois. Et si on remplace le béton par le bois, ça veut dire qu'on va travailler en usine. Les charpentiers, les fabricants d'ossature bois, eh bien, ils assemblent leurs éléments en usine et donc on fait du hors-site. Donc leur site est promis à un très bel avenir. D'ailleurs, les plus grands cabinets nous annoncent que leur site devrait prendre 30% de part de marché dans les 10 ans qui viennent. Et quand on voit aujourd'hui le mouvement qui est opéré par tous les acteurs, c'est-à-dire qu'on a les pouvoirs publics aujourd'hui qui sont en train de dire il faut développer leur site parce que ça va nous permettre de réindustrialiser la France, ça va nous permettre d'être plus efficaces. Quand on voit les entreprises générales, citons Bouygues par exemple, qui a annoncé qu'ils allaient faire 30% de bâtiments bois d'ici 2030, donc ça veut dire 30% de hors site. Hein. Il y a eu récemment le président du groupe Altaria Cogedim qui a dit il faut que le bâtiment se réinvente et qu'on apprenne à construire des bâtiments à partir de briques qu'on va fabriquer dans des usines. Et quand il parle de briques, il parle plutôt de gros éléments, hein, pas le parpaing ou la brique entière cuite. C'est des éléments complexes fabriqués en usine. Donc vous voyez, il y a vraiment une tendance très très forte. Donc oui, le hors-site va se développer d'une manière très large. Par contre, c'est un changement radical de culture. C'est un nouveau paradigme et les habitudes du bâtiment sont des freins terribles au développement de l'industrialisation, mais comme ils sont également un frein terrible au développement du digital. Et notamment du BIM, on voit bien que le BIM, même si le BIM, on porte beaucoup d'espoir sur le BIM, on voit bien que c'est difficile, mais je crois que c'est une des prochaines questions qui devrait arriver. Bah, c'est la suivante. Donc j'enchaîne. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vois le lien avec toutes ces nouvelles approches disruptives de la construction, c'est-à-dire le BIM, le Lean, l'évolution technologique avec l'impression 3D, la digitalisation, etc. Oui. Alors, c'est très important. D'abord, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'amélioration de la productivité dans tous les domaines, l'industrie, l'agriculture, dans tous les domaines. Elle est liée à la pénétration du digital. Les entreprises qui ont réussi à faire des bonds en avant de productivité, et les bonds en avant de productivité nous permettent d'avoir des produits de meilleure qualité et moins chers. Eh bien, ce sont ceux qui ont réussi à intégrer vraiment le digital dans leur activité. Et dans la courbe, d'ailleurs une des courbes qui est donnée par McKinsey de la pénétration du digital, eh bien, le bâtiment, la construction est le bon dernier de la classe. Donc, on a énormément à faire en termes de pénétration du digital. On le voit bien avec le BIM. On a nourri beaucoup d'espoir autour du BIM et puis on s'aperçoit 10 ans après que finalement, les résultats ne sont pas là. Les attentes ne sont pas finalement pourvues. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi finalement à obtenir tous les effets du BIM? Et le BIM est un outil absolument génial, un outil absolument incroyable et qui nous permettrait vraiment d'améliorer terriblement notre efficacité, notre productivité. Mais pourquoi ne se développe-t-il pas? Eh bien, pour deux raisons. La raison numéro un, c'est que dans le monde du bâtiment, on a des organisations qui sont des organisations segmentées, en silos. Et ça, c'est organisé par les systèmes assurantiels et réglementaires. Si je lance un appel à projet en loi de maîtrise d'ouvrage public, en loi MOP, je vais tout découper en morceaux. Et quelque part, chaque acteur va avoir sa part de responsabilité, va avoir à gérer son efficacité à lui
et puis ça marche à lui. Et donc chacun se bagarre sans avoir une vision de l'intérêt du projet global. Et donc la maquette BIM, c'est une maquette collaborative. Et si tout le monde collabore pas sur cette maquette BIM, si chacun travaille pour soi, eh bien le BIM ne peut pas se développer. Ça, c'est la raison numéro un. Dans l'industrie, quand un Airbus va faire une maquette numérique pour un avion, eh bien, tout le monde travaille sur l'intérêt du projet commun. Bien sûr, on va travailler sur comment est-ce que moi je vais gagner ma vie en tant qu'entreprise, mais le projet commun, c'est le number one. Ça, c'est la raison principale. La deuxième raison, c'est que dans le bâtiment, ça n'a pas toujours été comme ça, mais depuis 40 ans, finalement, après les 30 années de reconstruction de la France, où on a finalement on ne s'est pas trop embarrassé, on a construit les mêmes bâtiments dans toute la France. Il y a eu une levée de boucliers et dans les années 80, on nous a dit, les gars, vous êtes en train de massacrer notre pays. Maintenant, il faudrait peut-être faire des bâtiments qui soient vraiment intégrés dans leur environnement. Et depuis 40 ans, en fait, on a élevé au plus haut niveau la culture du sur-mesure. Et on entend souvent, pour faire le bâtiment qui répond bien aux besoins de mes clients à cet endroit-là, je dois partir d'une feuille blanche. Et en fait, cette culture du sur-mesure, eh bien, pour moi, c'est la culture finalement du prototype. Chaque bâtiment est un pur prototype qu'on va en plus réaliser avec des équipes qui sont différentes à chaque fois. D'ailleurs, l'ancien président du CSTB, Alain Mogard, disait dans le bâtiment, c'est comme si on voulait gagner un championnat de foot où on change les joueurs à chaque match. C'est exactement ce qu'on fait. On change les joueurs à chaque match pour faire un bâtiment et en plus, c'est un prototype. Et donc, si on veut dessiner en BIM de manière utile, c'est-à-dire que si on veut que le lavabo qui est posé dans la salle de bain soit vraiment celui qui va être posé en bout de course sur le chantier, eh bien, ça nécessite un travail de conception qui est absolument gigantesque. C'est ce qu'on fait quand on conçoit un avion, mais l'avion, on va le produire à de multiples exemplaires. Les Airbus A320, on a produit 2 par jour à Toulouse. Hein. Donc on le produit à de multiples exemplaires. Donc si on fait une étude qui coûte des millions d'euros, on va l'amortir parce qu'il y a beaucoup d'exemplaires à réaliser. Et dans le bâtiment, comme on fait des bâtiments uniques, eh bien ces bâtiments uniques, on n'a pas du tout les moyens de faire une étude BIM extrêmement sophistiquée. Alors, on a notre ami Thomas Maine qui a par exemple fait le BIM de la Fondation Louis Vuitton. Et il est allé très loin, mais parce que il avait les moyens de faire une étude et le temps de faire une étude, ce qui n'est pas le cas dans notre quotidien. Donc ça veut dire que il faut changer nos habitudes et une des solutions pour moi serait d'apprendre à fonctionner différemment. On a bien sûr besoin de faire des bâtiments spécifiques à chaque fois, parce que le lieu est différent à chaque fois, parce que les besoins sont différents à chaque fois. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre à concevoir ces bâtiments à partir d'objets qui sont fabriqués en usine de manière efficace. Et là, je vous amène une idée que je porte depuis quelque temps. J'appelle ça, moi, la construction orientée objet. Et je fais le parallèle avec le monde de l'informatique, où il y a 30 ans, les informaticiens codaient leurs programmes avec de la programmation incrémentale où on code chaque ligne. Et puis, il y a une trentaine d'années, certains informaticiens se sont dit, mais punaise, finalement, on code quand même un peu toujours les mêmes choses. J'ai toujours besoin de faire ci ou de faire ça. Et donc, il y a des blocs de code qu'ils ont définis comme étant des objets paramétrables. Et donc, les informaticiens aujourd'hui, quand ils développent un programme, vont aller chercher des objets qui existent déjà et les intègrent dans leur programme. Ils vont bien sûr continuer à faire du ligne à ligne sur les choses extrêmement spécifiques, mais ils vont récupérer énormément d'objets qui existent déjà. Et ça a permis, il y a 30 ans, de multiplier par 10 la vitesse de programmation. Ça a permis de fiabiliser
les programmes informatiques de manière absolument incroyable parce que les blocs de code ont été testés par toute la communauté et on sait qu'ils marchent, ils sont fiables. Et ça permet également d'avoir des programmes évolutifs. Quand il y a un bloc de code qui est plus intéressant, je le prends, je le mets dans mon programme et mon programme va fonctionner mieux. Eh bien, en fait, c'est ce que je propose, moi, à la construction aujourd'hui, c'est de faire de la construction orientée objet, d'intégrer dans mon projet des objets que les industriels savent faire très bien. Alors aujourd'hui, ça existe déjà. Les architectes, par exemple, quand ils veulent intégrer un ascenseur dans leur projet, vont chercher l'objet BIM qui existe chez l'ascensoriste, que ce soit Kone, que ce soit Otis. C'est l'ascensoriste qui donne l'objet BIM et l'architecte l'intègre. Eh bien, si on est capable de le faire pour l'ascenseur, on est peut-être capable de le faire pour la salle de bain. On est peut-être capable de le faire pour une chambre, si c'est une chambre d'EHPAD, par exemple, qui va être fabriquée en module dans une usine. Et là, pour le coup, on va faire un bond en avant extraordinaire en termes de digital. Et ça va permettre l'industrialisation, parce que l'objet BIM qui aura été posé sur le plan par l'architecte, eh bien, on pourra le fabriquer d'une manière efficace. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu du coup sur ton rôle, ta mission en tant que consultant en méthode hors site. Quel est ton périmètre d'intervention? Quelle est ta mission? Parce que finalement, tu as plusieurs casquettes, mais celle-là peut-être apporte davantage aux acteurs de la construction. Oui. Alors en fait, ce métier donc que nous on appelle expert hors site, les Anglais l'appellent le MMC Advisor. Donc l'expert du MMC, qui sont donc les méthodes modernes de construction. En fait, en Angleterre, ce métier est apparu il y a une dizaine d'années. Il y a d'ailleurs un ouvrage très intéressant qui a été édité par le RIBA, qui est l'ordre des architectes anglais. Et le RIBA a édité un ouvrage, d'ailleurs le premier a été édité en 2016 et ils viennent de rééditer en 2022 un nouveau, qui s'adresse aux architectes et qui leur explique comment intégrer finalement le hors-site dans leur projet. Et une des préconisations premières, c'est que l'architecte soit accompagné par un expert du hors-site dès l'esquisse. Et en fait, c'est un rôle excessivement important et qui est aujourd'hui pas connu en France, et absolument nécessaire parce que quand on voit aujourd'hui un marché qui se développe, donc avec finalement des maîtres d'ouvrage qui se tournent vers la construction hors site et qui cherchent à construire hors site, finalement leur attitude première, c'est quoi? C'est d'aller directement voir les industriels. Et quand ils vont voir directement les industriels, d'abord, ils ont en général pas la connaissance du tissu industriel. Ils ne savent pas bien faire la différence entre un Cugnot, un Ossabois, un Modulem, un Avélis ou un Matisse. Et donc, ils s'adressent aux industriels souvent en se trompant d'industriel. Ils vont voir un tel pour faire un produit alors qu'il ne sait pas faire ce produit. Et l'industriel, lui, est en recherche de marché, donc il n'ose pas trop leur dire non. Et en fait, ils commencent à des discussions et puis quelquefois, ils vont passer les deux un temps fou pour au bout du compte arriver dans le lac parce que l'industriel n'était pas le bon industriel. Et donc l'expert du hors-site que nous sommes, c'est un métier qui est en train de se développer. On est les premiers avec hors-site conseil, mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et il faut vraiment que ce métier se développe. Eh bien, va avoir un rôle d'interface entre les maîtres d'ouvrage qui veulent aller vers le hors-site et les industriels qui sont sur le marché. Et donc, ce rôle-là est excessivement important. Et finalement, l'approche que nous avons, c'est d'essayer de comprendre la problématique du client. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sous quel délai? À quel prix? À quel endroit? Et de leur apporter finalement du conseil pour, concevoir correctement. Donc là, on travaille concrètement avec les équipes de maîtrise d'œuvre hein, pour les aider à concevoir en intégrant les règles de l'industrie parce que clairement, les équipes de maîtrise d'œuvre ne connaissent pas ces règles-là. Hein. Et si on les accompagne pas dès le début, en fait, si on arrive trop tard dans le dispositif, eh ben ça marche plus. Alors je vais vous citer un exemple, hein, c'est que par exemple quand on fait de la construction modulaire, il y a un marché qui s'y prête très bien, c'est les résidences étudiants par exemple ou l'hôtellerie. Et
Pour qu'on soit capable de fabriquer efficacement en usine, il faut qu'on ait un minimum de typologie de chambre. Il faut qu'il y ait de la répétitivité. Et quand on fait une résidence étudiante, en général, on s'en sort avec 2 ou 3 types de chambres, pas plus. Mais quand on regarde le travail des équipes de maîtrise d'œuvre, l'architecte qui commence à dessiner ses 2 ou 3 chambres, et puis un bureau d'études qui lui dit ah ben moi j'aurais besoin d'une gaine de désenfumage ici, un autre qui lui dit ben moi j'ai besoin d'un joint de fractionnement, moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça. Et quand on regarde le résultat au bout de mois de travail, nous, c'est devenu une de nos spécialités d'analyser les plans de ce que font les équipes. Eh bien, on se rend compte que sur un plan d'étage de 25 chambres, je peux avoir 25 chambres différentes. Alors, à pas grand-chose, quelques centimètres par-ci, par-là. Hein. D'ailleurs, sur le chantier, les équipes s'en rendent même pas compte. Ils sont habitués à respecter le plan, ils se rendent même pas compte qu'elles sont différentes. Mais si je veux les produire efficacement dans une usine, parce que j'ai besoin d'aller très loin dans le BIM et dans le niveau de LOD du BIM, je peux pas avoir 25 chambres différentes. J'amortirai jamais mes études. Donc, on va tenir on va dire le crayon des équipes pour que on puisse rester vraiment sur nos 3 à 4 types de chambres, ce qui va permettre une production efficace dans les usines. Et puis ensuite, eh bien c'est la sélection des entreprises. C'est arriver à finalement se positionner comme une interface qui va permettre au maître d'ouvrage de pas tout de suite contracter avec un industriel, et d'avoir finalement un panel d'industriels que nous, on va apporter et que le maître d'ouvrage va choisir au bout d'une consultation. Mais ce qui est important, c'est que cette consultation, elle se fait entre l'APS et l'APD. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas laisser les équipes de maîtrise d'œuvre aller jusqu'à l'APD, voire jusqu'au DCE. S'ils vont jusqu'au DCE, bien sûr, ils n'ont pas intégré les savoir-faire de l'industriel. Donc, l'industriel ne va pas répondre à un bon prix. Donc, la consultation se fait entre l'APS et l'APD. Et quand l'industriel aura été choisi, on va intégrer ces détails à lui dans l'APD, ce qui va permettre de gagner beaucoup de temps et de ne pas refaire 2 fois les choses. Merci Pascal pour ton partage. Et si on résume donc rapidement, comment toi, à ton niveau, tu fais bouger le secteur de la construction? Orcite porte la promesse véritable d'un changement structurel et organisationnel du bâtiment. On ne peut plus jouer en changeant les joueurs à chaque match. Il faut travailler avec l'intelligence collective. Il faut travailler ensemble pour faire le meilleur projet. Et donc, bien sûr, ça va obliger à changer les habitudes, ça va aussi obliger à changer les réglementations. Et on voit bien aujourd'hui que, par exemple, avec la loi MOPS, ça n'est pas possible. Donc, il faut aller vers d'autres systèmes comme la conception-réalisation, les marchés globaux de performance, encore mieux, sur des accords cadres, sur des durées longues. Ça, c'est des habitudes nouvelles. Donc, comment est-ce qu'on agit, nous? Eh bien, on essaie de faire bouger tout le monde, partout. Avec le magazine, on informe. Avec le salon, eh bien, on continue l'information au plus près. Ensuite, on travaille sur la formation. Donc, et ça va jusqu'à rencontrer les décideurs, le monde politique. Vous savez que le gouvernement vient de sortir un appel à projet, donc qui s'appelle Construction et rénovation hors site, porté par l'ADEME dans le cadre de France 2030. Eh bien, c'est le résultat de travail que nous avons pu accomplir, nous et puis d'autres, bien entendu, hein, pour faire porter les messages au gouvernement. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a bien compris que la construction hors site était un des outils majeurs pour accélérer la décarbonation du bâtiment et pour réindustrialiser la France. Donc voilà, c'est un travail au quotidien, croyez-moi. Mais on a une super équipe au niveau du groupe et puis on est bien relayé par tout plein d'acteurs, y compris les plus grands. Hein. On peut parler de Grand Paris Aménagement, de la Société du Grand Paris, de l'Immobilière 3F, de Action Logement, etc. On voit même que les acteurs du bâtiment, hein, la FFB par exemple, est en train de s'intéresser de plus en plus à la construction site en voyant ceci comme étant une des évolutions normales du monde du bâtiment.
Merci beaucoup Pascal pour ton partage, pour ce moment d'échange et tous tes enseignements. Et rendez-vous sur le groupe hors site. Eh bien, avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous rencontrer sur nos différents sites internet ou sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour découvrir un nouvel expert du secteur qui nous expliquera ce qu'il fait pour faire bouger la construction. À bientôt. Un podcast propulsé par Timothy.